Ah, la conférence au HEC a été un tournant dans ma carrière, mais aussi toute ma relation avec Alain Chanlat et les HEC. C'était eux, leur préoccupation, leur combat, c'était de réintroduire le facteur humain dans le domaine de la gestion. Donc, ces gens-là, ces professeurs-là, n'arrêtaient pas de lire l'anthropologie. C'était quasiment des anthropologues par la bande, marginaux, puis ils lisaient, puis ils lisaient, puis ils lisaient. Et donc, c'est ce qui a justifié que j'ai fait cette conférence d'ouverture, pardon à l'imaginaire. Mais déjà à l'époque, Alain Chanlat avait commencé à faire lire ma thèse aux étudiants. Il y a beaucoup d'étudiants qui ont fait leur cours en gestion, qui ont lu ma thèse sur les routiers. Ils étaient fascinés par, ces gens-là étaient fascinés par le fait qu'on pouvait avoir accès de façon honnête et complexe et juste aux travailleurs. Autrement que par la filière syndicale ou par la filière statistique ou par la filière conventionnelle, mais leur rentrer vraiment en dialogue, vraiment une dynamique d'interrogation auprès du monde ouvrier, parce que ma thèse, c'est ça. C'était ça. Mais au moment où je termine ma conférence, il y avait eu une ovation debout, parce que les gens avaient trouvé ça vraiment bouleversant. Et puis, il y avait sur la première rangée, je me rappelle très, très bien, il y avait des gens qui m'apparaissaient très, très curieux, puis étaient très, très intéressés, qui sont tout de suite venus me voir après, puis ils disaient, on veut manger avec vous, M. Bouchard. Ce sont des Français. Et j'ai su assez rapidement que c'était les militaires français. Donc, j'ai devant moi, sans le savoir, ils ne sont pas en uniforme, puis je ne connais pas ça, puis de toute façon, j'ai aucun. C'est des généraux de l'armée française qui sont là. Et ces gens m'invitent au restaurant, puis ils sont dans le plus bel hôtel de Montréal. Donc, ils sont au Ritz, ou je sais pas trop, là, puis je suis invité à souper, puis je suis pas habitué. Ben, je suis pas habitué. Je joue le jeu, et ils me disent, écoutez, monsieur, et ils me disent la chose la plus étonnante. Monsieur Bouchard, ben, et c'était en relation avec tout ce qui se passait dans les sciences humaines à ce moment-là, à une certaine échelle. Nous cherchons un anthropologue. Nous sommes l'armée française. Bon, on peut le présenter comme ça. Nous sommes l'armée française. C'est vrai, c'était le général Pérez, c'était le général... Nous représentons un grand groupe, le groupe industriel d'armement de France. 25 000 employés, on fait toutes sortes de choses. C'est les anciens arsenaux de France. Lettre patente dans l'entrée, je le verrai plus tard, signé Louis XIV. On est dans l'histoire. Les arsenaux de France. Et ils me disent, nous cherchons un anthropologue, puis nous avons été... Bon, ils ont été un peu partout. Ils ont été aux États-Unis, surtout. Ils sont au courant qu'il y a des anthropologues qui travaillent dans les grandes entreprises de leur niveau. Ils ont été chez Boeing, en fait. Boeing, dans l'État de Washington, a déjà fait paraître... Il y a déjà des articles de scientifiques, de sciences humaines qui ont paru. Boeing a embauché des équipes d'anthropologues pour l'organisation du travail. Et c'est l'étude, les anthropologues américains ont fait un lien entre le travailleur et l'attachement pour l'avion, l'attachement pour le produit fini. Le travailleur et le projet, le travailleur et le Boeing 777. Et les anthropologues ont proposé toutes sortes de choses en organisation du travail pour cultiver cet attachement-là, pour la qualité, pour le bonheur de tout le monde. Donc, introduire les notions anthropologiques sur le plancher de travail, à partir d'ethnographie, d'interviews auprès des travailleurs. Donc, ou bien tu décides sur le dos des travailleurs que le travail à la chaîne, je caricature, que le travail à la chaîne est plus productif et qu'on arrive à un meilleur produit si on sépare tout le monde, puis d'un petit boulon, puis aussi. Ou, le contraire, le travailleur ne travaille pas sur un boulon, mais il travaille sur un avion. Il est rattaché à un morceau d'un avion, il est rattaché à une famille, et puis là, tu recrées des valeurs culturelles profondes avec le produit, etc. Mais les autres, ils ont été fascinés par ça, les Français. Et ils cherchent un anthropologue, ils ont été à Washington, ils cherchent un anthropologue, et on leur a dit là-bas, écoutez, nous
n'a pas, parle pas français, on ne peut pas vous aider vraiment. Mais là, à Montréal, vous avez peut-être trouvé un anthropologue qui fait ça. Ils l'ont fait. Ils sont au colloque. Il y en a un à la pleine face. Je suis leur homme. Moi, je ne sais pas encore, mais ils me l'ont expliqué. J'ai tout su ça par la suite. Je suis leur homme. Et je leur dis, écoutez, je peux pas... Ils m'offrent un contrat. Vous venez travailler pour nous, en France. On vous ouvre les portes de nos usines, on vous donne nos travailleurs, on a besoin de votre regard, votre diagnostic, vos diagnostics, votre regard. Mais je leur dis, je ne peux pas déménager. Là, je leur dis rapidement, je ne peux pas déménager, j'ai des obligations familiales. À cette époque, ma femme est très malade. Puis de toute façon, je ne veux pas aller vivre en France. Là, ils me disent, mais là, vous pourriez venir de temps en temps, faire au terrain, etc. Donc, ils m'annoncent presque que je vais voyager beaucoup. Mais là, je leur dis, écoutez, moi, j'ai pas d'approche statistique, j'ai pas d'approche économique, j'ai pas d'approche rapide, Écoutez, je vous l'ai dit dans la conférence, il faut que je connaisse vos travailleurs, il faut que je sois là. Puis je dis, c'est du temps, c'est beaucoup de temps. Ces terrains-là prennent beaucoup de temps. Puis je dis au général Pérez, qui est devenu par la suite un ami, je lui dis, et ça va vous coûter un bras. Et Pérez me répond, Monsieur Bouchard, nous avons plusieurs bras. Il venait de me dire, l'argent, money, enfin bref. Et effectivement, c'était payant, beaucoup d'argent. Et puis, il me dit, au mois de juin, vous viendrez pour la première journée. On était peut-être au mois de mars, ou je ne sais pas. Il me dit, au mois de juin, on commence. Et on va commencer en grande, vous venez à telle date, on va vous faire visiter toutes nos usines sur le territoire français. Avec notre avion, puis là, je lui parle, que j'aime pas ça prendre l'avion, etc. Mais en tout cas, peu importe. Mais ils m'ont rappelé très, très rapidement, au mois de mai, un vendredi. Ils m'ont dit, écoutez, il faut que vous veniez absolument, le contexte, on a des problèmes, puis on a le conseil de direction veut avoir l'anthropologue sur le terrain le plus vite possible. Lundi matin, il faut que vous soyez à Paris. On est vendredi. Je dis, j'ai pas de billet d'avion, j'ai rien, j'ai pas... Monsieur Bouchard, tout est arrangé. Présentez-vous à l'aéroport, tout est arrangé. Je me présente à l'aéroport Air France, première classe. Le billet vaut 8 000 $. C'est comme acheter un billet d'autobus. Là, je viens de rentrer dans un cosmos que je connais pas. Je regarde les billets. Première fois, je m'en vais sur Air France. Puis j'arrive, il y a quelqu'un qui m'attend à l'autre bout. J'ai un hôtel, c'est à Versailles, parce qu'ils sont à Satori. Ils sont à Satori, à côté de Versailles. Je suis là, puis là, je suis accompagné partout. Puis j'ai des trucs de sécurité, parce qu'on ne rentre pas chez les militaires comme ça. Tout est préparé à l'avance. Et puis ça a duré 6 ans. Où j'ai commuté, comme on dit. J'allais à Paris comme on va à Saint-Hyacinthe. J'étais dans l'avion, les équipages me reconnaissaient. C'était M. Bouchard. Même à Paris, les prostituées me reconnaissaient. M. Bouchard, comment ça va au Canada? Parce que j'allais toujours au même hôtel à Paris. Puis il fait toujours les mêmes prostituées. Puis on était familiers. C'était un personnage. Il arrivait avec son chapeau, puis j'avais mon hôtel. Ça a duré 6 ans. J'ai beaucoup travaillé en anthropologie et en ethnographie avec des ouvriers français. Et là, d'abord, j'ai connu une France. Moi, je connaissais la France comme un Canadien français. J'aimais des films en noir et blanc. J'aimais Jean Gabin, j'aimais Edith Piaf, Yves Montand, des choses comme ça, Darry Cole, puis tout ça. Tu sais, c'est tout un monde, je le voyais d'extérieur. Là, j'étais rendu à l'intérieur. J'étais pas dans un univers touristique. Là. J'étais à Roanne, j'étais à Saint-Étienne, j'étais au mois de novembre avec une famille, avec des gens, des soudeurs, fascinant. J'ai fait un voyage fascinant avec des ouvriers de l'armement. Et là, j'ai découvert de toute façon que la France était un grand fabricant d'armes. C'est une grande partie de l'économie française. Ce qui suppose un grand marketing international, bien sûr. L'entreprise, c'était Giat Industries. Moi, je n'ai pas été lié à leur stratégie, mais quand même, j'avais accès à énormément d'univers de fabrication du char d'assaut Leclerc, et j'étais accompagné d'Alain Chanlat.
et d'Omar Aktouf. Parce que Giat, quand ils m'ont embauché parce qu'il y avait besoin d'anthropologues, en même temps, ils ont pris les services des HEC Montréal. Donc, c'était un peu l'équipe d'HEC Montréal. Moi, j'étais le loup solitaire, mais j'étais avec Aktouf et Chanla. Et on travaillait pour ce qu'on appelle la description et l'importance du facteur humain dans l'organisation du travail. En fait, c'est ça. Si on oublie la couleur armée française, armement, etc., ce qu'on faisait, ce que je faisais, c'est réhabiliter l'humain dans le protocole. Un chauffeur, par exemple, j'aurais fait des études très poussées sur conduire un char d'assaut. Ça prend un chauffeur. Puis c'est pas un singe. Mais pour eux autres, c'est une révolution. Là. Parce que si tu étudies le char d'assaut, c'est juste de l'ingénierie pour eux. C'est un singe que tu veux. Mais c'est pas vrai. Si tu veux, c'est la partie la plus importante du char. Mais on travaillait là-dessus. Mais j'ai fait ça dans tous les domaines, dans tous les métiers. Et puis j'ai fait le tour de la France, 40 fois. Puis je leur avais dit, je veux pas d'avion. C'est soit le train, soit le TGV, soit une voiture. Je veux une voiture quand je descends. Puis comme je suis très routier, puis j'ai toujours été très routier dans ma culture, j'étais sur les camionneurs, même quand j'étais à Mingan, j'étais toujours sur la route 138. J'aime conduire. Autant j'aime pas voler, j'aime conduire. Si j'avais eu un pont pour aller à Paris, je l'aurais roulé. Mais quand j'étais en Europe, je faisais l'Europe et la Belgique, mais c'était en voiture, solitaire. Alors, je me suis fait une ethnographie un peu de la Belgique et de la France par ce billet à cette époque. Ça a duré 6 ans. Et pendant ce temps-là, mon épouse est morte. Alors, je peux vous dire que c'était une période intense. À cette époque, ce que je faisais dans la vie, c'était être à l'hôpital ou en France, dans les avions, avec des indices de difficulté sur le plan intellectuel énormes. J'ai rédigé 13 rapports de recherche, 13 rapports complexes de recherche. Et je devais toujours les défendre devant des comités de direction, Alors, j'ai énormément appris, j'ai énormément vécu à ce moment-là. Ça a été très, très, très intense. Et parallèlement, c'est pas tout. C'est pas tout. On est en 1900, donc je vais en France. Ça a commencé vers 1992. Mais au même moment, à l'époque où j'étais consultant, puis à l'époque où j'étais à l'UQAM, à l'époque où j'étais à l'Institut de recherche en santé et sécurité du travail, cette époque-là, quand j'étais contrarié pour ma santé mentale, j'écrivais des textes personnels, de petits propos. À un moment donné, quelqu'un m'avait fait une remarque négative sur mes origines de l'Est de Montréal. Ben là, j'ai écrit un texte pour faire l'éloge de l'Est de Montréal. J'ai écrit un texte sur l'éloge de la calvitie. J'ai écrit des textes sur le gazon. J'ai écrit des textes sur la condition physique, etc. Et ces textes-là, c'était pour moi. Donc, c'était une sorte de façon de me consoler. C'était bien écrit. J'aimais ça. C'est comme quelqu'un qui joue du piano, tout seul, qui se calme en jouant du piano ou en composant de la musique. Moi, je faisais ça. Mais moi, pouf, 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 on a fini par faire un manuscrit. Ben, c'est-à-dire, sans m'en rendre compte. Et ces textes-là vont être publiés. Il n'était pas pour publication, mais quelques textes vont être publiés dans Le Devoir, à l'été 1991 ou à peu près, quelques-uns. Et là, il y a quelqu'un qui m'a téléphoné de chez une maison d'édition chez Guérin, qui me dit, je suis directeur chez Guérin, je vais publier. En avez-vous beaucoup? J'ai dit oui, j'ai l'équivalent d'un livre. On l'a publié chez Guérin. Et j'ai fait ma première publication en 1991. Là, c'était libre, c'était pas l'anthropologie, c'était la pensée sauvage qui venait de s'éclater, là. Ça s'appelle Le Moineau domestique. Je l'ai intitulé Le Moineau domestique. C'est mon premier livre. Mais mon premier livre en tant qu'écrivain libre, comme ça. Une cinquantaine de petits propos. Moineau domestique.
avec des thèmes très, très marqués. Je répète, la calvitie, le gazon, le ceci, le cela. Et puis, le mono domestique est publié et je reçois un coup de téléphone. Et là, vous voyez la séquence, c'est en 1992. C'est au moment où je vais partir pour la France. Alors, tout est arrivé en même temps. Là. Je rencontre mes généraux. Mais je reçois un coup de téléphone. C'est un nommé François Ismer. C'est curieux, lui aussi un Français de France. Alors, Alain Chanlat, c'est un Français de France. Là, je travaille pour des Français en France. Je reçois c'est un réalisateur de radio à Radio-Canada, à la chaîne culturelle. François Ismer. Et il me dit au téléphone, je viens de lire votre mono domestique. Je l'ai acheté, je viens de lire votre mono domestique. Je trouve ça fantastique. C'est des textes parfaits pour la radio. Pouvez-vous nous écrire des textes pour la radio comme ça? Puis là, je lui parle au téléphone, puis là, il entend ma voix. Puis là, il me dit, mais je vous écoute. Je veux vous voir en studio. Alors là commence ma grande aventure à Radio-Canada, c'est-à-dire ma grande aventure, si je peux l'appeler comme ça. Je m'en vais à Radio-Canada. Et je commence à écrire des textes ou à lire des textes pour Radio-Canada, à la chaîne culturelle, pour François Ismer. Je fais ça pendant 1 an. Et puis j'ai mon bon ami Bernard Arcan qui écoute tout ça. Et puis qui me téléphone, puis qui me dit, c'est ben niaiseux, puis c'est pas de même, puis c'est ci, puis ça, il n'arrête pas de commenter mes textes. Puis il a lu le mono domestique, puis il s'est éclaté dans le mono domestique, puis il a tout annoté ça, puis il y a des choses à dire. Puis je le trouvais tannant, puis tout ça. Puis là, François Ismer me dit, les gens adorent ça. Donc, on fait une émission avec toi. C'est une émission. Je dis, je peux pas faire ça, là, il faut que j'écrive. C'était tout écrit. Je dis, je vais mourir, écrire tout seul. Je dis, il faut que je fasse ça avec quelqu'un. Il faut qu'on soit 2. Je téléphone à Bernard, je dis, t'arrêtes pas de m'écœurer, tu prends des notes. Viens-t'en, on va faire de la radio ensemble. Puis là, je vais te mettre au défi tu me trouves pas bon, mais essaye d'en faire pareil. On a commencé les lieux communs comme ça. Et Bernard était très tenté parce qu'il était à l'université, puis il était dans ses... Il était contraint, il était à l'université. Puis là, il était rendu à Laval. Il était professeur à Laval, mais il commençait déjà à être déçu, puis il trouvait ça... et là, ça lui donnait l'occasion de s'éclater un peu, faire de la radio, puis de me répondre. Puis on a commencé les lieux communs. Au début, on a repris les thèmes du mono domestique, tels quels. Les cheveux, le gazon, ci, ça. Puis ensuite, on s'est en allé, paf. L'émission des lieux communs a été extrêmement populaire. Les gens s'en rappellent encore aujourd'hui. On m'en parle encore aujourd'hui. Parce que c'est original, parce qu'il n'y a rien qui se faisait comme ça à la radio. Les 2 qui se parlaient, puis moi qui parlais d'un côté, lui qui suivait avec son texte. Puis, oh mon Dieu, il en sortait des bonnes, mais je choisissais tous les sujets. Et là, ça le mettait au défi. Et là, on voyait Bernard et moi dans nos dimensions. Lui, c'est un... Quand j'ai donné un sujet, là, tout de suite, il partait. Puis il allait voir l'Encyclopédie britannique. Il voulait être... Exemple, un jour, je lui ai dit, la semaine prochaine, on fait le béton. Le béton. Oh là! Qu'est-ce qu'on va dire sur le béton? Lui, il s'en va. Puis là, il avait tout... En l'espace d'une journée, il avait tout ramassé, cette documentation sur le béton. La naissance du béton, les différents bétons. J'ai jamais lu, j'ai commencé, paf! Stade olympique, béton. Je disais n'importe quoi sur le béton. Mais c'était nous, ça. C'était nous. Et on ne s'est jamais recoupé. On ne s'est jamais contredit parce qu'on ne pouvait pas se contredire. Puis c'était l'univers Bernard, c'était mon univers. On a fait ça pendant 6 ans à la radio. Et on a adoré ça. On adorait ça. Et là, on est devenu... on pensait... on savait toujours ce que l'autre pensait. Puis on est devenus encore plus amis que nous l'étions. Et il aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup ça, faire ça. Et on est devenu un duo un peu connu. Et là, on nous invitait. Puis éventuellement, comme c'est bien connu, à ce moment-là, moi, je commençais à être connu tranquillement. Avec le mono domestique, la radio, un peu de radio. Là, j'ai Marie-France Bazot qui me téléphone et qui me dit « Je veux t'avoir comme chroniqueur ». Alors, j'étais chroniqueur pendant presque 10 ans chez Marie-France Bazot, à une époque où elle faisait indicatif présent. Alors, j'étais son anthropologue. Puis des fois, j'allais avec Bernard aussi, parce qu'elle adorait Bernard. Donc, je suis à la radio. Là, j'ai émergé. Je suis à la radio. Je suis chez Marie-France Bazot. J'ai les lieux communs.
Et puis Boréal, les éditeurs s'intéressent. C'est très écrit, ces textes-là, les lieux communs à la radio. Alors, Boréal, le téléphoneur, ça continue, là, tu sais, ça continue. Tu sais, un enchaîne l'autre. Pendant ce temps-là, je vais en France, je reviens. Je vais en France, je reviens. Je vais en France, je reviens. Je vais à l'hôpital, je reviens. Je vais à l'hôpital, je m'occupe de ma femme, je m'occupe de la France. J'écris pour la radio, je suis à la radio. Puis les lieux communs, c'était de l'ouvrage, là. C'était de l'ouvrage. C'était une discipline. C'était une discipline. Il fallait qu'à chaque semaine, on écrive 18 feuillets. Puis c'était bien écrit. Puis c'était... alors, Boréal avait remarqué que c'était bien écrit. Alors, Boréal téléphone. Je me souviens encore comment c'est la vie. Tu sais. Boréal nous rencontre. Les gens de Boréal. Je n'aimerais pas de nom, mais c'est... Et eux, ils pensaient, à cette époque, que tous les lieux communs, c'était Bernard Arcan. Parce que c'est la famille Arcan, puis c'est Bernard Arcan. Puis ils parlaient à Bernard Arcan comme si... Puis moi, que j'étais comme le petit chien de poche qui suivait à côté. Puis je trouvais ça drôle. Puis Bernard aussi trouvait ça drôle. Puis il s'adressait juste à Bernard. Puis il disait, on va publier les lieux communs, on va publier les lieux communs. Puis je pensais que j'étais le faire-valoir de Bernard à la radio. Mais on n'était pas dans cette relation-là du tout, du tout, du tout. On faisait des lieux communs ensemble. Et finalement, on a publié quand même 6 livres de lieux communs. En fait, toute la collection des lieux communs, sauf une saison. Tout a été publié chez Boréal, avec des titres très originaux, puis c'est dans la collection papier collé. Donc, on est devenu presque bon, c'est quand même une petite collection, là. On publiait ça, on publiait ça. On s'est beaucoup amusé, mais ça nous a beaucoup servi. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup servi parce que Radio-Canada m'a littéralement recruté à cette époque. Et au moment où j'abandonne la France, parce que la France me faisait vivre, là, me donnait une prospérité, une certaine aisance, et puis tout ça. Puis au moment où ma femme est décédée, où je suis... veuf, j'ai continué en France. J'ai continué 1 an à peu près. Et puis, je suis sorti du navire juste au bon moment parce que c'est très cruel. Hein? La direction, toute la direction s'est fait décapiter à un moment donné. Ils ont changé d'orientation. Et c'est certain que nous, on allait se faire exécuter sur la place publique. Là. Les consultants canadiens, alors, il fallait qu'on parte. On est parti. Mais de toute façon, j'étais épuisé. J'avais donné ce que j'avais à donner. On ne pouvait plus continuer. D'autant plus, et là, je vais rentrer dans des choses moins connues, que j'avais été recruté à cette époque par la Sûreté du Québec. Parce qu'il y a une chose dont je n'ai pas parlé. Parce qu'à force de faire des choses, j'en oublie. Et c'est très grave l'oubli que j'ai fait. C'est que pendant toute l'histoire que je vous raconte, j'avais une autre activité qui m'épuisait, qui me saignait à blanc. C'était la formation des policiers en réalité autochtone, qui était devenue la formation du monde entier en réalité autochtone. Ça va commencer par des policiers. Si vous me permettez, on va revenir, puis si je sais, ça me fatigue même à le raconter moi-même, là, tellement je... Dans les années 80, quand j'ai fini ma thèse de doctorat, quand j'ai soutenu ma thèse de doctorat, puis je me cherchais de l'emploi, avant qu'on parte notre entreprise de consultants avec Salisbury, ou au moment où on a parti l'entreprise de consultants avec Salisbury, qu'est-ce qui était le plus gros des contrats? Ben, c'est la Sûreté du Québec qui avait rencontré un problème majeur, s'était buté sur un mur avec la crise, qu'on appelait la crise du saumon à Restigouche. Où là, les policiers étaient intervenus dans une question qu'ils ne comprenaient pas. Ils ne savaient pas qui étaient les Micmacs, ils ne savaient pas c'était quoi un saumon, ils ne savaient pas c'était quoi un conflit un conflit historique, etc. Ils ne savaient pas. Alors, ils sont restés. Puis ils avaient été, en 1980, ils avaient été filmés à l'international, ils avaient été surveillés par des caméras, il y avait 350 policiers qui étaient rentrés dans la réserve indienne. Bref, une grande dramaturgie. Alors les policiers, là, la direction avait dit, l'état-major avait dit, je pense qu'on va se barder un peu, on va essayer de comprendre. On va s'embaucher quelqu'un qui va nous former là-dedans.
Il s'est adressé à l'Université de Montréal, à l'Université Laval, il a demandé aux anthropologues, pouvez-vous nous former nos policiers? Les anthropologues, évidemment, sont des gens prudes et prudents, surtout à gauche, puis ils ne veulent pas toucher à ça. Les policiers, on les haït. L'anthropologue ne veut pas qu'on stéréotype l'Indien, mais il est facile à stéréotyper le policier. Les policiers, c'est des bœufs, ils ne comprendront jamais rien, puis etc. Personne ne voulait se lancer. En fait, les gens... Comme moi, j'étais un mercenaire, j'avais besoin d'argent, puis j'étais innocent et naïf, j'ai accepté. Et j'ai commencé la formation à Matapédia, Restigouche, sur les lieux du crime, les lieux du drame, avec des policiers, des micmacs, puis tout ça. Et c'est une formation très exigeante, où je raconte toute l'histoire de nos relations avec les Premières Nations, les gouvernements, les politiques, les droits, les privations de droits, la loi sur les Indiens, les clubs de pêche privés, puis etc. Et je leur ai donné une formation qui durait 2 jours, 14 heures de magistral. Ça, tout le monde était content. Et on a eu un programme de formation des policiers. Mais là, j'ai fait le tour de la province. J'ai fait le tour de la province. J'avais les services de la police qui me transportaient partout. J'avais un policier affecté à moi-même. Il me transportait en voiture de police partout. Puis je faisais mes formations. J'ai tout fait, la province, 2 fois. Parce que ça, il y a un roulement de personnel. Ça n'arrêtait plus. Puis là, la GRC a entendu parler de ça. La GRC m'a demandé. Le Collège canadien de police m'a demandé. La police de Toronto m'a demandé. La police de Montréal m'a demandé. Puis j'étais dans la police partout. J'avais des policiers partout. Puis je fais pas de farce. C'était ça. Fait que je faisais ça, moi, dans la vie. Former des policiers. Puis ensuite, ça a toujours continué. Ça n'a jamais fait relâche. Ça a été les forestiers, les opérateurs de Tembec, la compagnie Domtar. J'ai fait le tour, Rio Tinto. J'ai fait le tour. Puis quand j'ai eu fini, c'est les Indiens eux-mêmes. Viens dans mon village. Viens conter l'histoire. Puis j'ai tout fait les villages de la province de Québec. Fait que l'homme que vous voyez est usé, fatigué. Il a tout fait. 1000 fois. Il n'y a pas un motel que je connais pas. Il n'y a pas un motel, même qui sont brûlés, ils ont changé. Mes vieux motels ont été rebâtis. Il n'y a pas une place où je n'ai pas été dans la province de Québec. Et c'est à l'échelle du Canada. Même j'en ai fait en anglais du côté ontarien parce que les policiers Ojibwe de l'Ontario m'ont recruté aussi. Il n'y a rien que je n'ai pas fait. Fait que je faisais tout ça qui m'amène comme ça là, en 1998. En 1998, là, j'en avais là, jusque là. On avait publié Les lieux communs, j'avais Le moineau domestique qui était publié. Je faisais mes formations, j'avais eu des problèmes personnels dans ma famille avec mon épouse pendant des années, puis etc., etc. Et puis, je me suis retrouvé en 1998, là, j'étais en principe conseiller, je vais m'arrêter ici parce que là, j'ouvre un autre plan, mais je devais être le grand conseiller. Je devais faire à la Sûreté du Québec ce que j'avais fait en France. Quand la Sûreté du Québec m'a dit là, on ne veut pas de la formation, on veut un diagnostic sur nos policiers parce qu'on a un problème majeur avec l'escouade du crime. C'était l'époque de l'affaire Matix où les policiers avaient planté des preuves pour prendre des trafiquants de drogue. Et puis là, il y avait une police dans la police qui était hors contrôle, puis ils voulaient avoir un diagnostic. Il voulait que je fasse du terrain chez les policiers. Alors, j'ai dit, j'abandonne la France. Ça va être dur, mais ça va être bien payé. Mais moi, je vais travailler au Québec, puis je vais travailler dans la police. Parce qu'à ce moment-là, j'avais quasiment un uniforme de police sur le dos, de toute façon.